Bonjour à tous, et je suis ravi de participer avec vous à cette journée, malgré le décalage de temps, puisque j'enregistre ces propos ce vendredi 3 mai. Il est bientôt ici, il fait encore frais, et décalage dans l'espace, puisque je fais cette vidéo depuis ici, Belo Horizonte, la ville où je vis donc et je travaille, au Brésil. Psychanalyse et politique, c'est un sujet tellement ample, tellement vaste. Je vais mettre un focus dans mon propos sur la question d'ici et maintenant au Brésil, dans cette actualité. Mais juste un mot avant, sur cette thématique, psychanalyse et politique. Quelle étrange idée, le psychanalyste, c'est celui qui s'occupe de l'intimité, qui s'occupe de la singularité. Qu'est-ce que la politique aurait à faire là-dedans? Déjà dire que c'est une question qui se pose aux psychanalystes, psychanalyse et politique. La psychanalyse, Lacan il fait cette proposition, c'est la cure qu'on attend d'un psychanalyste. Alors la psychanalyse c'est ça, c'est la cure qu'on attend d'un psychanalyste. Donc la question psychanalyse et politique s'adresse aux psychanalystes et à toute personne qui s'intéresse à la psychanalyse ou à une éthique orientée par la psychanalyse, je crois. Alors quel rapport entre le psychanalyste et la politique? Premier point que je développerai pas aujourd'hui, c'est que c'est le pari que je fais pour ma part dans ma pratique au quotidien, que l'acte psychanalytique il se dialectise à l'acte esthétique et à l'acte politique. Et puis l'autre point aussi, et ça je le vois dans ma pratique clinique au quotidien, il y a une réverbération du fait politique dans le dire du sujet, dans les manifestations les plus intimes de son être et de sa subjectivité. Lacan va construire, vous le savez, début des années 70, cette notion formidable des discours, qui nous permet, c'est l'outil qui nous permet de voir cette dialectique qu'il y a entre le lien social et le sujet. Et il construit, ça me semble être un point important pour comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Lacan forge cette notion, cette théorie des discours à partir de ce qu'il dit dans son séminaire, un discours qui ne serait pas du semblant, comment il redéfinit la vérité et le semblant, et comment il dialectise ces deux notions-là. Et puis il construit, je crois, c'est comme ça que je comprends, sa théorie des discours, à partir de sa définition déjà ancienne, de 58, de qu'est-ce que c'est qu'un sujet, un signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant. C'est dans cette articulation-là qu'il arrive à forger cette notion de discours. Ça, c'est des éléments de base extrêmement pertinents, je crois, pour comprendre ça. La question de en quoi le psychanalyste est concerné par la politique. Définition de 58, même si 20 ans, presque 20 ans après, en 77, Lacan dira le S1 ne représente pas le sujet pour un S2. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre 58 et 77, pour qu'il revienne de façon aussi radicale sur sa définition du sujet? Et bien, je crois que dans cet écart-là, dans ce qui s'est passé pendant ces 20 ans-là, dans l'œuvre de Lacan, là aussi, ça serait un point très intéressant pour comprendre cette question-là, de la politique qui concerne le psychanalyste. Bon, alors, je vais parler de la spécificité, de quelques éléments, de ce que je comprends, moi, de la spécificité brésilienne. Je dois vous avouer que j'ai toujours eu une réticence, c'est comme ça, à la compréhension pleine et entière. C'est peut-être ça qui m'a amené à me sentir si bien dans cette fréquentation de l'œuvre de Lacan, cette réticence à la comprenette. Plus que ce que je comprends, je vais vous parler de ce que j'arrive à saisir un petit peu, par moment, à certains endroits. Spécificité brésilienne, mais je dois dire que
j'ai une pratique donc clinique, ici, au Brésil, en langue portugaise, dans le cadre d'un accompagnement de personnes qui ont engagé un processus analytique, mais aussi je reçois beaucoup de collègues dans le cadre des supervisions, des contrôles, des gens qui viennent déplier un peu les impasses, les questions de leur propre clinique. Mais j'ai cette pratique aussi, par Skype, dans mon quotidien, je ne sais pas, mais de façon hebdomadaire en tout cas, oui, en français, en anglais, en créole de La Réunion. Alors, ça, c'est des choses qui m'intéressent. Les langues, les écarts de langue, les points de seuil. Le seuil, encore, ça se dit umutal. Le lieu, ça mute. Le lieu, ça mute, ou ça mute d'une langue à une autre. Ces dissidences individuelles au sein d'une même langue. Pour le dire autrement, ça c'est une question qui nous concerne et c'est une question politique, nous les psychanalystes, comment les ethos, ça se bricole pour chacun et comment les ethos s'articulent au logos et au pathos. Alors pour ce qu'il en est de la situation brésilienne, pour ce qu'il en est du Brésil, de ce que j'arrive à attraper comme ça par moment du Brésil, je vais en parler, je vais vous dire 3 mots, 2 mots, je ne sais pas, sur ce que je saisis de quelque chose qui est inscrit dans les racines historiques du Brésil d'aujourd'hui, ce qu'il en est de son actualité, et puis aussi en quoi il y a des manifestations symptomatiques visibles ici au Brésil, qui sont des manifestations symptomatiques de notre civilisation contemporaine, bien au-delà des frontières du Brésil, et qui se manifestent ailleurs. Bon, tout ce que je veux vous dire, moi, c'est plus des hypothèses que des certitudes tranchées comme ça, quoi. C'est des pistes pour penser, pour réfléchir, quoi. Alors, le Brésil, bon, alors, des choses qui tiennent à son histoire. Déjà, un choc pour moi, quand j'ai découvert ce pays, un choc dans cette différence tant grande, dans ce paradoxe, dans ce que je pouvais ressentir, entre la gentillesse des gens que je rencontrais. C'est pas rien, la gentillesse, on dénigre ça. J'ai eu une rencontre qui a fait sillon dans le réel pour moi, une rencontre déterminante avec Jean Houry. Jean Houry, il n'a fait de cesse de dire ça, la gentillesse, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Ah bah oui. Bon, alors ça implique ça, qu'est-ce que c'est qu'une chose et qu'est-ce que c'est que la moindre des choses, mais enfin ça me parle, quoi, dans cette affaire-là. Cette gentillesse-là des gens, dans la rue, des gens que je connais, des gens familiers, des amis, bon, question de cette gentillesse incarnée. Bon. Et puis ce choc entre cette gentillesse donc des gens que je rencontre et une organisation que je comprends très vite, qui est tout sauf gentille. Il n'y a aucune gentillesse dans l'organisation sociale et politique du Brésil. Et ça, je le comprends à travers mes lectures, à travers mes discussions avec les gens d'ici. Ça remonte depuis la naissance d'un territoire qui va se nommer Brésil. Brésil, ça tient même à ça. C'est des braises. C'est des braises incandescentes d'une violence, une organisation politique et sociale organisée, basée sur la répression et sur la violence. Ce choc-là, c'est un souvenir de corps que j'ai, et j'essaye de ne pas m'y habituer. Ça demande un effort de ne pas s'habituer. On a une propension à s'habituer aux choses, et puis c'est très bien, heureusement. Mais je m'efforce dans mon quotidien à ne pas m'habituer à ce choc-là. Et je m'efforce à ne pas accueillir cette gentillesse-là des gens que je rencontre, quels que soient les milieux où viennent les gens, et cette organisation sociale qui est tout sauf gentille. Alors ça, cette non-gentillesse radicale de cette société brésilienne, elle se voit dans une organisation qui est une organisation de caste. Alors oui, il y a des exemples paradigmatiques
le type issu de tel endroit qui arrivera à faire telles études. Ah oui, il y a des exemples paradigmatiques comme ça. Je me souviens, peu de temps après mon arrivée, à une soirée, des amis, des gens de la famille, bon, et je les vois émus aux larmes. Qu'est-ce qui se passe? Je leur demande qu'est-ce qui se passe. Ils avaient lu un article dans un journal local d'une jeune femme dont le père était cantonnier, hein, nettoyer les feuilles dans la rue, et elle avait réussi une école de médecine. Ah oui, alors ça, c'est sûr que même en France, c'est pas tous les jours que ça arrive, on le sait, hein, il y a des travaux qui le montrent, mais ici, c'est pas que ça arrive pas tous les jours, c'est que c'est juste suffisamment exceptionnel pour que ça provoque les larmes dans les yeux d'une dizaine de personnes à la Sainte-Luc devant moi. Là, je me suis dit, bon, oui, en effet. Alors, en France, oui, il y a des inégalités, pour avoir vécu une grande part de ma vie, je le sais, je le connais, je connais aussi les études. Il y a bien sûr la misère en France, que je connais aussi. Il y a la pauvreté, les difficultés pour fermer les fins de mois, je sais ça, hein, en France. Mais c'est toujours difficile, et ça je le constate quand je parle avec des Français, de se représenter ce que c'est que ici la misère, ce que c'est que ici la pauvreté, ce que c'est ici les conditions des gens qui vivent dans les favelas. Je me rends compte de ça, il y a un imaginaire, c'est normal, hein, qui est construit à partir des propres lunettes qu'on peut avoir quand on vit en France et puis qu'on connaît la situation française. Voilà, on se représente la pauvreté ici, la vie en favela, comme on pourrait s'imaginer, la vie dans les cités, hein, bon, un peu dans cette construction-là. Non, il y a quelque chose de radicalement différent, qui serait intéressant de déplier, puis je n'ai pas trop ce temps-là aujourd'hui. Hein. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et donc ça produit des effets. Ça produit des effets dans les subjectivités. Hein. Il y a un gros congrès d'une école très importante, vous le savez peut-être, qui va se produire dans quelques semaines, dans quelques mois. J'en sais pas grand-chose parce que j'ai pas beaucoup de contact avec les membres de cette école, mais je sais que le sujet c'est les neurosciences et la subjectivité. C'est un sujet très très intéressant, moi qui me concerne au quotidien. Hein. Je travaille beaucoup dans le champ des addictions, alors là ça m'intéresse beaucoup cette question-là. Et puis bon, l'enjeu c'est de dire, de ce que j'ai compris de ce congrès, c'est de dire il n'y a aucun rapport entre la subjectivité et les neurones. Ah, je suis d'accord, c'est sans rapport, ça je suis d'accord. C'est sans rapport, mais c'est pas sans lien, quoi. C'est pas sans lien. Autant la question de la neurologie a des liens, je crois, avec la question de la subjectivité, de comment ça pareil, hein, réel, symbolique, imaginaire, autant les conditions d'éthos ont un lien, ont un effet. Les conditions du social ont un effet sur comment articuler la question du pathos et du logos, et donc ont un effet sur comment ça s'articule réel, symbolique, imaginaire. Bon, c'est des pistes comme ça, hein, encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, c'est pour ouvrir un peu la réflexion. Donc les gens que je reçois, je reçois ici des gens qui payent 2 reais la session, des gens qui viennent d'une favela, c'est très loin, alors ils prennent 3 heures. Là, il y a une fille, elle est 4 heures pour venir, 4 heures pour repartir en omnibus, comment s'y dit, c'est en français, je sais plus. En bus, tout simplement. Bon, alors, oui, hein, les conditions de parole, les conditions d'émergence du sujet sont pas les mêmes. Alors, des castes, alors il n'y a pas la construction forcément comme en Inde, de ce que je crois en savoir, hein, à partir d'une spiritualité, mais c'est pas loin. C'est pas loin, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un discours de bien évidence qui va écraser toutes les tentatives de dissidence de ces règles-là. Tu nais là, tu restes là, tu as cette couleur de peau, tu vas rester là. Bon. Alors oui, il y a trois exemples paradigmatiques de gens noirs qui réussissent. Bon. Alors, le Brésil dans son présent. Il y aura encore beaucoup de choses à dire hein, sur cette question de l'histoire du Brésil, évidemment, mais bon, je suis pris par le temps. Dans son présent. Le présent, alors,
il faut dire que dans un passé qui n'est pas si lointain, hein, qui est encore assez présent, il y a eu Lula, l'époque Lula, et c'est comme ça, on aime Lula ou on n'aime pas Lula, il y a eu des modifications profondes, hein, la faim qui a été réduite, le nombre de morts par la faim a été réduite, la soif a été réduite, les gens qui ont eu accès aux études, ça a augmenté en flèche, les gens le témoignent, moi je ne connaissais pas physiquement hein, le Brésil à cette époque-là, mais les gens en témoignent de ça, le nombre d'enfants dans la rue hein, qui a chuté pendant l'époque de Lula, à partir d'une volonté politique. Et ça, c'est très très intéressant. J'ai relu un dialogue entre Guattari, qui est venu plusieurs fois ici au Brésil, il avait un lien très fort avec le Brésil, et Lula, qu'il a rencontré. Lula, qui était encore à l'époque responsable syndical, et puis qui n'était pas encore sur la voie de la présidence, même s'il s'était déjà présenté. Et Lula dit, mais la politique, c'est une affaire de désir. C'est une affaire de désir. Et ce désir-là peut modifier le concret de la vie des gens. Bon. Eh bien, ce désir-là, d'un et de quelques-uns, et de quelques autres, ça a produit des effets. Hein, ça a produit des effets. Alors Lula, vous le savez, s'est retrouvé en prison. On aime Lula ou on n'aime pas. On aime le PT, c'est le parti hein, qu'il a créé, dirigé. On l'aime ou on l'aime pas. Des gens vont dire c'est trop de gauche, c'est pas assez de gauche. Ça, je comprends tout à fait, et puis ça fait partie des débats démocratiques logiques. Hein. Mais ça, c'est un fait. Lula est en prison, il n'y a aucune preuve. Il y a eu des jugements, il y a eu des appels, des re-appels, des confirmations dans les plus grandes instances juridiques du Brésil. Il n'y a pas une preuve. Et d'ailleurs, un des juges a dit « Je n'ai pas besoin de preuves, j'ai une conviction ». Il y a une vidéo de ça, enfin, c'est pas en l'air. Hein. Voilà, donc c'est un prisonnier politique, et en même temps, une grande majorité de Brésiliens, ça s'est vu dans les urnes, vouent une haine pour lui, une haine profonde. Alors une haine, pourquoi? Bien sûr la manipulation, Globo, hein, la télé, qui est issue de la dictature, hein, a manipulé les pensées, a manipulé les propos pendant des décennies. Bien sûr, cette haine que je peux entendre aussi, même dans mon cabinet, une haine qui est liée à ça, avec Lula, des Noirs commençaient à fréquenter les mêmes bancs d'université que d'autres. Des Noirs ont commencé à prendre l'avion. Alors ça, quand même, ça vient déclencher une haine profonde. J'ai entendu ça de mes oreilles, et pas qu'une fois, avec Lula. Imaginez, ma femme de ménage pourrait prendre le même avion que moi. Alors cette haine-là, oui, qui a plongé Lula en prison, et puis un discours particulier, une narration. Une narration, un bon bandit est un bandit mort. Alors ça, c'est le discours de Bolsonaro, c'est un discours qui est repris, qui lui-même reprend, qui était présent hein, avant lui. De plus en plus de députés d'État, de députés fédéraux reprennent ce discours-là à la tribune de cette chambre représentante pour dire un bon bandit est un bandit mort, pour justifier des assassinats qui sont commis de plus en plus dans les favelas par des forces de l'ordre, par la police, qui est la police militaire ici, qui assassine sans aucune raison des gens. Ah, sans aucune raison, bien sûr que si, il y a une raison, ce sont des bandits. Alors qu'est-ce que ça veut dire bandit dans ce discours-là? Ça veut dire jeune noir vivant dans une favela, ça veut dire ça. Alors il y a les gens du bien, les citoyens du bien, ce sont les termes, hein. Les citoyens du bien d'un côté, c'est-à-dire les blancs qui travaillent, bon, et puis les bandits. Les bandits, on a le droit de les tuer. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Jacques Semelin avait produit un livre qui m'avait beaucoup marqué et qui m'intéresse encore aujourd'hui parce que tristement il parle de notre actualité. Purifier et détruire. Il avait repris 3 drames du XXe siècle, 3 tragédies du XXe siècle, la Shoah, la Yougoslavie, 92, et 94, le Rwanda. Il avait essayé de montrer, malgré les différences hein, de ces 3
de ces trois horreurs du XXe siècle, les points structuraux communs. C'est un livre à relire qui nous parle aujourd'hui du Brésil, de ce qui est en train de se faire. Parmi ces notions-là, la construction d'un discours, de montrer celui qu'il faut éliminer. Bon, et ben c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le bandit, au bandit. Le bandit, c'est pas celui qui est condamné par la justice pour détournement d'argent, pour je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est le bandit, c'est le gamin noir dans une favela. Point. Et puis un autre élément du présent du Brésil, c'est ça, hein, par la figure de Bolsonaro, hein, jouir du simple fait de parler. Alors bien sûr, il y a de la jouissance dès qu'il y a parole, mais là c'est une jouissance sans entrave. Regardez-moi comment je peux jouir du simple fait de parler et m'ériger comme leader, comme chef. C'est la promesse que vous aussi vous pourrez jouir du simple fait de parler, en sachant que parler c'est aussi agir. Et donc c'est ce qui explique très simplement l'augmentation en flèche des violences et des meurtres faites envers les femmes, envers les noirs, envers les gays, envers les opposants politiques. Voilà. Parmi les bandits, ah oui, il y a aussi les dangereux marxistes. Je dois faire vite, mais je vais conclure en parlant, je vais fermer, en parlant de comment il y a quelque chose qui a attrait avec notre civilisation contemporaine, qui se retrouve ici, qui va bien au-delà du Brésil, hein, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Google, quand l'Internet s'est démocratisé, ils gagnaient rien, ils gagnaient pas un copec. Alors l'idée c'était, putain, il faut trouver un business plan, quoi, il faut trouver une bonne idée. Ah ben alors là, ils ont trouvé deux éléments formidables. Hein, c'est l'exploitation des informations personnelles, je dirais peut-être un mot là-dessus plus tard, et puis deuxième chose, arriver à capter notre attention, l'économie de l'attention. Comment arriver à capter notre attention? Et bien ça c'est très simple, ils sont allés chercher dans les vieux cartons de l'école comportementaliste états-unienne, Skinner, hein, la boîte de Skinner, avec cette notion de récompense aléatoire. C'est très simple, Skinner il fout un pigeon et des rats dans une boîte, l'animal touche un bouton, il y a de la nourriture qui vient. Il va toucher le bouton 20 fois dans la journée pour rassasier sa faim, pof. Et puis après, la machine se détraque. Et c'est pas forcément systématique quand l'animal qui est donc dressé, hein, appuie sur le bouton pour avoir sa graine, c'est pas forcément quand il appuie sur le bouton, la graine ne vient pas forcément. Récompense aléatoire. Des fois ça vient, mais de plus en plus rarement. Ça vient, mais pas forcément. Et bien là, c'est pas 20 fois que l'animal va taper sur le bouton, mais c'est 20 fois par seconde, par minute. Par seconde, même, il y a des fois, c'est incroyable. L'animal devient complètement fou et va tenter. Alors Skinner lui-même, qui a inventé cette boîte infernale, dit, ben voilà, j'ai compris la mécanique des machines à sous. Pourquoi il y a des types comme ça qui vont être complètement addicts aux machines à sous? C'est parce que cette notion-là de récompense aléatoire va enfermer complètement ce réseau de circuits de récompense qu'on a dans notre circuit neurologique de façon normale. Alors là, ce qu'on appelle les GAFA, hein, Facebook, WhatsApp maintenant, Tinder, hein, l'applicatif de rencontre, a construit leur architecture, ils appellent ça le design, hein, à partir de cette notion-là de récompense aléatoire pour arriver à prendre prisonnier le circuit neurologique, le circuit de récompense des personnes. Alors ça a un effet très fort hein, sur comment les gens sont complètement addicts à ça. Moi je reçois de plus en plus de personnes, enfin de plus en plus, ça fait déjà quelques années, j'ai écrit un article il y a pas longtemps, 650 personnes j'ai reçu en pas longtemps en France dans un centre en addictologie, et puis ici au Brésil, 650 personnes qui disent j'ai perdu le contrôle, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide avec les réseaux sociaux. Depuis 2009, il y a des études sur Facebook, sur le pouvoir addictogène de Facebook. C'est un aspect qui est très peu étudié et qui est fondamental, je crois, pour comprendre un certain nombre de choses. Le mot de l'année de Cambridge Dictionary en 2018, c'était ce néologisme nomophobia. Nomophobia qui veut dire nomophobia. Ah,
Bon, le type, il a des tremblements parce qu'il n'a pas son mobile à portée de main. Mais c'est pas du tout une nouvelle phobie, je crois. C'est une manifestation phénoménologique classique du craving, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire ce sentiment de manque quand quelqu'un est en dépendance d'un produit ou d'un comportement. Alors ça c'est un point fondamental aussi pour comprendre ce qui est en train de bouger sur le plan politique. Ça c'est un point capital. Et puis un autre point capital qui est important à comprendre, je crois, c'est cette modification du discours capitaliste. On n'est plus tout à fait dans la même logique que le discours capitaliste que Lacan avait évoqué, plus que déplié, je crois. Alors on est dans une logique de capitalisme autoritaire, on retrouve ça dans plein de pays, ici entre autres, mais aussi dans un capitalisme totalitaire. Alors ça nous intéresse tout à fait. Hannah Arendt, elle le disait, le totalitarisme, le citoyen parfait d'un État totalitaire, c'est pas le fanatique naziste ou le fanatique stalinien. Non, c'est celui qui ne s'intéresse plus à cette distinction entre les faits et la fiction. Elle dit ça dans dans un livre Système totalitaire. Ça nous intéresse tout à fait. Et puis, je l'évoquais, un des éléments du business plan des GAFA, c'est d'arriver à exploiter économiquement les données personnelles des gens. Et donc, on est aussi dans un capitalisme de surveillance. Je renvoie à un texte qui est génial, qui a été publié il y a très peu, tout début de l'année 2019. Je crois que ce n'est pas encore publié en français, d'une États-Unienne, Shoshana Zuboff. Je traduis le titre, c'est l'âge de surveillance capitalisme, et le sous-titre c'est le combat pour le futur de notre humanité dans le lieu des nouvelles frontières de pouvoir. Voilà, alors je vais fermer comme ça je crois, c'est beaucoup trop rapide, mais c'est juste pour lancer des pistes, et je vous souhaite une très belle journée. Salut!